Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et ce début d'une nouvelle série d'Historiapolis consacrée à l'une des figures majeures de l'histoire de France, le cardinal de Richelieu. Personnage fascinant, controversé mais aussi incontournable, Armand Jean du Plessis de Richelieu, né en 1585 à Paris et mort en 1642, quelques mois avant celle de son roi Louis XIII, fait partie de ces rares êtres dont une époque entière peut être résumée en évoquant leur nom. Comme pour le général de Gaulle au XXe siècle, Napoléon au tournant de la Révolution et du XIXe siècle, Richelieu fait partie de ceux dont on peut dire qu'ils ont joué un rôle absolument décisif, non seulement dans la construction de l'État français, mais aussi dans l'affermissement de la nation dans son ensemble. Homme d'une stature remarquable, à la fois respecté et redouté, sa légende dépasse l'histoire pour entrer dans celui de la littérature avec Alexandre Dumas, où dans Les Trois Mousquetaires il figure comme être maléfique et impitoyable. Au-delà de la légende, c'est donc bien sur un bout de l'histoire de France, celui du XVIIe siècle et de la fin des guerres de religion, certainement celui de sa plus grande puissance et influence historique au niveau politique et culturel, que l'on se penche lorsque l'on évoque la figure incontournable de l'Éminence rouge. Dans le premier épisode de cette série, qui en comportera 4, on se penchera plus particulièrement sur les premières années du cardinal, donc la période allant de sa naissance en 1585 à la mort du roi Henri IV, assassiné en 1610 par Ravaillac. En outre, je précise que la principale référence sur laquelle je me suis appuyé pour concevoir cette série, et l'ouvrage duquel proviendront toutes les citations, est la biographie de Richelieu écrite par Michel Carmona et publiée aux éditions Fayard en 1983. Et pour comprendre de quel milieu provient Richelieu, il faut d'abord jeter un œil à son entourage. Il est le fils de François du Plessis de Richelieu, né en 1548 et mort en 1590, et de Suzanne de la Porte, née en 1551 et morte en 1616, de basse extraction mais fille d'un avocat du Parlement de Paris. Son père, en revanche, exerce une très haute fonction. Décoré de l'ordre du Saint-Esprit, il est grand prévôt de France, c'est-à-dire en substance un ministre de la Justice, qui serait aussi préfet de police et chef des services de sécurité du roi. La famille de Richelieu est originaire de la Creuse et s'est fixée entre Touraine et Bas-Poitou. François du Plessis est extrêmement proche du roi Henri III, qu'il connaît depuis ses jeunes années. Il avait en effet fait partie du comité réduit de nobles français l'ayant accompagné lorsqu'il avait été nommé roi de Pologne. Il avait aussi fait partie de l'escouade qui l'exfiltra lorsque, devenu roi de France, bien qu'il avait officiellement renoncé au trône de France en devenant roi de Pologne, il quitta ce pays dans le plus grand secret, laissant tous ses sujets sans souverain. C'est ainsi que, serviteur d'une loyauté sans égale, François du Plessis a pu bien vite atteindre les charges les plus hautes de l'État, et bien que considéré comme peu raffiné et peu cultivé, s'illustrer par son sens de l'autorité et de la justice. Éclairons rapidement le contexte politique des années 1580. Une dizaine d'années après le massacre de la Saint-Barthélemy, les forces politiques françaises sont divisées en 3 camps. Le camp catholique de la Ligue, dirigé par le duc Henri de Guise, surnommé le Balafré, le camp protestant, dirigé par Henri de Navarre, héritier d'Henri III et futur Henri IV, et le camp royal, incarné par Henri III. Initialement, le roi veut affaiblir le camp protestant. Les premiers affrontements ne produisent pas de vainqueur clair, si ce n'est le 3e camp, donc le camp du roi Henri III, qui tire parti de l'affaiblissement mutuel des 2 autres. Rapidement, la Ligue, face à la tiédeur du roi et sous la coupe du fanatique duc de Guise, se rapproche de plus en plus de l'idée d'une couronne de France remise entre les mains du roi d'Espagne, Philippe II. Tant pour le roi que pour Henri de Navarre, ce piétinement de la souveraineté française est intolérable. La Ligue étant toute puissante à Paris, le roi se réfugie à Chartres et fait alliance avec les protestants. Les armées royales et protestantes marchent sur Paris après avoir fait assassiner le duc de Guise fin 1588. Le grand siège de la capitale se prépare. Le 1er août 1589, à la veille de l'attaque, Henri III est assassiné par le moine ligueur Jacques Clément. Face à la puissance militaire alignée par la Ligue et surtout ses soutiens espagnols, le camp d'Henri IV paraît bien faible. Peu nombreux sont ceux qui reconnaissent sa souveraineté. François de Richelieu en fait partie, les tractations principales concernant la conversion au catholicisme du nouveau roi. Finalement, Henri IV est contraint de fuir vers Dieppe pour faire la jonction avec les soutiens anglo-écossais envoyés par Élisabeth Ier. C'est là que va se jouer la première bataille décisive, la bataille d'Arques, en septembre 1589,
Décisive à 2 titres, car pour la première fois, cette brillante victoire du camp royal, pourtant en infériorité numérique, va retourner l'initiative stratégique en faveur d'Henri. En outre, elle va permettre la reconnaissance comme souverain légitime d'Henri IV, non seulement par les puissances protestantes, l'Angleterre avait déjà reconnu, désormais suivie par les principautés allemandes et hollandaises, mais également par la puissante et prestigieuse République vénitienne. Les Vénitiens, comme le rappelle Michel Carmona, ont à cœur de limiter l'influence de l'Espagne sur la péninsule italienne. Ainsi est-il mieux avisé pour eux de ne pas soutenir un camp hispanophile en France. La deuxième bataille décisive, celle qui fera entrer le roi et son célèbre cheval blanc dans la légende, c'est la bataille d'Ivry, à Ivry-la-Bataille dans l'Eure, où, encore en infériorité numérique, les armées du roi vont tailler en pièces celles du duc de Mayenne, le petit frère du duc de Guise, le 15 mars 1590. Pour la famille de Richelieu, la période est difficile. François de Richelieu meurt en cette même année. Sa femme, Suzanne, qui a de nombreux enfants en bas âge, dont Armand qui a 5 ans, n'a plus d'autre demeure que le modeste château de Richelieu au sud-ouest de la Touraine, l'actuelle Indre-et-Loire, à 60 km au sud de Tours, château dans lequel elle se retire, bien aidée financièrement par un Henri IV reconnaissant à l'égard de son mari, en compagnie de quelques dames de sa famille. La description de cette région du centre-ouest de la France par Michel Carmona est très intéressante, afin d'en comprendre les structures mentales et sociales de l'époque. Poitou, Aunis, Saintonge sont alors comme un deuxième cœur de la France après Paris. Bon nombre des combats les plus importants des guerres de religion s'y déroulent. Terre où l'au-delà s'implique tout autant que les hommes, terre de doctrinaires et de philosophes, de Duplessis-Mornay, dit le pape des Huguenots au sage Descartes, terre de sorciers et de démons tel Loudun, cette ville étrange, qui abrite aussi bien des conférences de paix que l'une des plus singulières affaires de possession de l'époque. Cette région a nourri l'âme inquiète de Ravaillac, natif d'Angoulême. Terre incertaine là-bas vers l'ouest, vers le grand large, portes ouvertes à tout vent aux étrangers, amis ou ennemis. L'espagnol, le hollandais, l'anglais sont à peu près chez eux sur ce rivage du centre-ouest du royaume, mal défendu, indéfendable peut-être. Carmona rappelle ensuite que c'est ici qu'est né Samuel de Champlain, et c'est cet espace qui formera la substance démographique du Canada français. L'autre symbole régional, c'est aussi La Rochelle, qui a toujours connu de fortes velléités autonomes et marchandes et qui, à ce titre, aurait pu devenir une sorte de Venise de l'Atlantique français, et ne doit son déclin, sa rentrée forcée dans le rang qu'à son écrasement par la monarchie montante, aux grandes dames des protestants et des Anglais. Il est fascinant de constater que l'on voit déjà, à la fin du XVIe siècle, se former le clivage structurel et séculaire qui opposera l'esprit bourgeois et l'esprit monarchique, l'esprit commerçant et l'esprit terrien, le particularisme urbain régionalisé et le centralisme catholique absolutiste, en d'autres termes la France de La Rochelle et celle de Paris, puis plus tard Versailles. En 1594, Amador de la Porte, l'oncle du jeune Armand, un juriste parisien plutôt proche de la Ligue sans être un exalté, un homme bon et généreux, propose à sa sœur Suzanne, pour la soulager de l'éducation de ses nombreux enfants, de prendre à sa charge le gîte et les frais d'études de son plus jeune fils à Paris, en l'inscrivant au Collège de Navarre, l'un des plus prestigieux de la capitale. Ainsi, à l'âge de 9 ans, le futur Richelieu que l'on connaît fait-il sa rentrée des classes. Armand est un très bon élève, particulièrement bon en éloquence et en latin, maîtrisant également l'italien et l'espagnol avec aisance. Il est en revanche plutôt turbulent. Comme nombre d'élèves de ce collège, il se destine avant tout au métier des armes. En 1602, cependant, la situation évolue. Son grand frère est tué au combat, et l'évêché de Luçon, détenu par sa famille, est en danger. La seule solution pour que la famille conserve la mainmise sur l'évêché est qu'Armand devienne évêque. La période 1602-1607 s'avère déterminante et Richelieu, pour cela, va devoir se montrer d'une grande maturité. Henri IV accepte d'aider la famille, mais l'âge minimal pour accéder à l'épiscopat est passé à 23 ans durant la Contre-Réforme. Le roi en personne envoie une demande de dérogation au pape Paul V, mais cela ne suffit pas. Richelieu doit se rendre à Rome en personne pour faire ses preuves auprès du pape. Ce voyage à Rome a un double effet. Révéler Richelieu comme esprit brillant, fourbe et déterminé aux yeux des autorités ecclésiastiques, et pour lui l'immerger pour la première fois dans les cercles de pouvoir cosmopolites et calculateurs de Rome, chose à laquelle il prendra vite goût. Ayant convaincu le pape, il revient en France, est nommé évêque à seulement 21 ans,
finit de brillantes études à la Sorbonne, dont il est nommé membre en 1607, et entreprend de se rapprocher de la cour du roi. Faisons maintenant un rapide état des lieux des problèmes de la France à l'aube du XVIIe siècle. Contrairement à ce qui a parfois été affirmé, la conscience nationale française est déjà largement développée à cette époque. Voilà le tableau que dresse Michel Carmona. Henri IV règne sur un territoire qui couvre à peu près les 4/5 de l'actuel territoire métropolitain. Dans cet espace hétéroclite, les guerres de religion ont été l'occasion d'un grand brassage et le ciment d'un développement du sentiment de l'unité nationale. Brassage des populations provoqué par le va-et-vient continuel des troupes qui précipitent dans chaque région quelques centaines, quelques milliers de personnes, hommes surtout, petits paysans, artisans sans travail, voire cadets de familles nobles désargentées, à la remorque des armées et des bandes qui sillonnent le pays. L'étranger n'est pas nécessairement suspect. Auréolé d'un parfum d'inconnu, il raconte les mœurs et les coutumes du village perdu, des provinces et des coutumes qu'il a parcourues, la France toujours, mais dans sa diversité. La réunion des représentants du corps social tout entier, considéré dans ces trois ordres, noblesse, clergé, tiers état, reste exceptionnelle, même si la guerre civile en a précipité le rythme. Mais l'acharnement des manœuvres auxquelles chaque élection donne lieu permet de mesurer la place grandissante que prend la notion d'intérêt national dans l'esprit des Français. L'idée d'une France qui traverse les particularismes des provinces et les antagonismes religieux enregistre d'incontestables progrès. Les Espagnols en font l'amère expérience. D'abord accueillis avec enthousiasme par les ligueurs, ils sont bientôt conspués, honnis, exécrés, puis quittent enfin Paris et toutes les autres villes où ils tenaient garnison sous les huées qui saluent la retraite d'une armée d'occupation. Les premières années du règne d'Henri IV sont marquées par la continuation de la guerre entre les armées royales et la Ligue, soutenue par l'Espagne. L'enjeu est maintenant la reconnaissance de la conversion d'Henri IV par le pape. Ce dernier, Clément VIII, est prêt à la reconnaître, mais l'Espagne de Philippe II lui met une pression considérable pour l'en empêcher, allant jusqu'à menacer Rome de famine. Il n'y a plus le choix. La France doit déclarer directement la guerre à l'Espagne en 1595. Cette déclaration de guerre, plus la reconnaissance finalement de la conversion par le pape, entraîne le ralliement d'un certain nombre de ligueurs au roi. Il ne s'agit désormais presque plus que d'une guerre nationale entre la France et la très puissante Espagne, qui possède tant de territoires dans le nord de la France et en Flandre. Cela explique largement l'intervention aux côtés de la France des Anglo-Hollandais qui frapperont directement le territoire espagnol et forceront en août 1596 le port de Cadix, faisant leur entrée durable en Méditerranée. Sur les territoires français, c'est l'année 1598 qui verra une nette amélioration de la situation à tous les points de vue. Au niveau militaire, par le traité de Vervins, qui signe la fin de la guerre avec l'Espagne. Si, sur le plan des opérations, cette guerre n'a pas donné autre chose qu'un relatif statu quo, Philippe II se voit contraint de retirer ses troupes des territoires français par Clément VIII. Voici comment Michel Carmona décrit le traité. Curieux traité tellement à l'avantage de la France qu'il est permis de s'interroger sur les raisons qui ont pu conduire Philippe II à s'incliner ainsi. La maladie de Philippe II et l'épuisement financier de l'Espagne n'expliquent pas tout. La prise de position du pape et l'arbitrage très favorable à la France, qu'il a imposé à Madrid, constituent certainement un élément déterminant. Clément VIII, en l'occurrence, raisonne essentiellement en prince italien. Il choisit de soutenir la France contre l'Espagne afin de desserrer l'étreinte qu'exerce sur Rome l'étouffante protection espagnole. Venise l'y encourage, et plus encore le grand-duc de Toscane, qui finance l'effort de guerre d'Henri IV, soutient le roi de France de toute son influence auprès du Saint-Siège et négocie le divorce du Béarnais avec Marguerite de Valois et son remariage avec sa propre nièce, Marie de Médicis. Philippe II, aigri, usé, laisse faire. Mais ce traité n'est en réalité qu'une simple trêve, car les guerres franco-espagnoles, structurelles de la lutte d'influence entre Bourbon et Habsbourg, qui articulent une bonne partie de la période moderne, reprendront aussitôt qu'elles le pourront. Au niveau socio-religieux, l'année 1598 est marquée par l'édit de Nantes, qui scelle la réconciliation nationale et définit le visage de la France du grand siècle. Tout est donc prêt pour lancer le grand chantier de reconstruction du pays, violemment éprouvé par 36 ans de guerre de religion entre 1562 et 1598. La période 1598-1610 est donc une période de paix,
tant intérieure qu'extérieure. C'est une période de reconstruction. De cette grande œuvre, le personnage central est l'austère et méthodique protestant Maximilien de Béthune, dit Sully, personnage capital de la première décennie 1600. La première étape est l'assainissement financier. Dans un pays gravement endetté, les habiles politiques monétaires de Sully permettent peu à peu de ramener l'équilibre. Mais cela s'accompagne de fortes politiques sociales, en particulier à l'égard des masses paysannes. Si l'on retient souvent de manière un peu réductrice les déclarations du roi sur la poule au pot, cela s'inscrit en fait dans le cadre de vastes politiques de rationalisation de l'agriculture, dans un pays fortement marqué par les pillages et les famines des guerres de religion. Henri IV, désormais, punira avec une rudesse impitoyable le pillage quand il sera mené par ses armées. Par ailleurs, il est important de retenir que les grandes politiques agricoles sont inspirées par l'un des plus grands et l'un des premiers manuels d'agronomie de l'histoire, le Théâtre d'agriculture, rédigé par le seigneur protestant ardéchois Olivier de Serres, qui aura une influence durable sur la géographie agricole française et sa planification. Henri IV se montre aussi volontariste dans le domaine des forêts. Il est l'un des premiers rois à se préoccuper activement des excès de la déforestation et à entreprendre de vraies politiques pour la limiter. Sur le plan du commerce extérieur, le roi parvient à rétablir un équilibre dans le désastreux traité commercial franco-anglais signé en 1572 par Charles IX et élargit les routes commerciales françaises par de nombreux traités signés avec les Ottomans, le Maroc et la Ligue hanséatique notamment. L'habileté du roi et de Sully sera observée avec attention par un Richelieu pas du tout formé à cela, mais déjà très sensible à l'art de la négociation, de la ruse et du contrat. Enfin, les plus importantes politiques de la reconstruction résident dans la remise en état des infrastructures, notamment de communication. À la mort d'Henri IV, de nombreux travaux ont été lancés pour ce qui concerne les routes, dont l'état général était presque impraticable à son avènement, les ponts et les communications fluviales. C'est Henri IV et Sully qui lancent en effet la politique des grands canaux, dont le premier fut le canal de Briare, reliant la Loire à la Seine et qui sera suivi par de nombreux autres durant les règnes suivants, notamment le plus célèbre d'entre eux, le canal du Midi. Mais regardons de plus près de qui l'on parle quand on évoque le roi et son gouvernement. Le caractère d'Henri IV a beaucoup fait pour le faire accepter les Français. C'est un homme d'une autorité ferme, mais pas tyrannique, d'un bon tempérament et aimant à se déplacer beaucoup dans son royaume. Il faut aussi rappeler à quel point le pouvoir est une nébuleuse complexe et vastement répartie entre personnages, factions et institutions diverses, loin des allégations un peu ridicules souvent faites à l'encontre de la monarchie dite absolue. Le roi, en tant que personne sacrée procédant directement de Dieu, a un pouvoir théorique énorme, celui de diriger les armées et de décider de la paix et de la guerre, celui de battre monnaie, celui de légiférer, celui de juger, d'anoblir, et enfin celui de lever l'impôt. Dans les faits, il y a une belle différence entre le pouvoir théorique et la capacité à le faire appliquer concrètement. Déjà, l'on peut observer la montée en puissance considérable de la bourgeoisie qui se fait une bonne place dans les rouages du pouvoir à travers ce que l'on appelle la vénalité des charges, c'est-à-dire la possibilité pour un gentilhomme de payer une fonction au sein de l'État pour l'exercer, et l'édit de la Paulette en 1604 qui permet de transmettre cette fonction en héritage. Par ailleurs, s'il y a bien une chose que le roi ne peut pas faire, c'est de désigner son successeur à sa guise. En effet, les lois fondamentales du royaume soumettent à des règles strictes et non modifiables la désignation du successeur du roi. D'ailleurs, il est important d'avoir à l'esprit que dans l'histoire de France, les périodes de transition durant la minorité des rois, les périodes de régence, constituent toujours des moments de grande instabilité, d'oligarchie et d'affaiblissement du pouvoir royal. Le gouvernement, de son côté, nommé Conseil du roi, n'a pas de poste officiel. C'est la raison pour laquelle, quand on se penche sur cette époque, il faut davantage regarder les hommes que leurs titres, qui peuvent avoir une signification et une importance variables selon les règnes, voire selon les moments d'un même règne. Ce gouvernement s'appuie sur une vaste caste, ancêtre de l'administration d'État composée de plusieurs milliers de commis, équivalent de nos inspecteurs, administrateurs actuels, et au-dessus d'eux, des maîtres des requêtes, les titulaires des offices héréditaires, ceux-là même qui épouseront largement le jansénisme, et finiront souvent par être les piliers de la Révolution. Pour revenir au gouvernement, celui-ci est, on l'a déjà vu, dominé par la personnalité de Sully. Et déjà, au sein même de ce conseil très restreint,
seuls 4 ou 5 hommes comptent vraiment aux yeux du roi, l'opposition se fait jour entre les visions libérales et autoritaires du gouvernement. À partir de 1601, deux conceptions du pouvoir s'affrontent en la personne de Bellièvre et Sully. Bellièvre voulait une monarchie tempérée par la participation active des conseillers au gouvernement, par l'exercice des privilèges des États provinciaux et des villes, par l'intervention des parlements et des cours souveraines. Sully était au contraire partisan d'un affermissement de l'absolutisme royal. C'est lui qui l'emporte, obtenant en 1605 que les sceaux soient retirés à Bellièvre. Après avoir dressé un tableau politique de la France du début du XVIIe siècle, revenons un peu à Richelieu lui-même. Au début de ce siècle, le catholicisme est renaissant, bien moins morose que durant le siècle précédent, et la contre-réforme l'a efficacement relancé. Les vocations catholiques augmentent beaucoup plus fortement que les vocations protestantes. D'ailleurs, le protestantisme a une certaine tendance à s'enferrer dans les querelles théologiques. En termes de pouvoir, l'Église a plus que jamais sa place dans la géographie du pouvoir français et figure au sommet des trois ordres avec une influence considérable des jésuites, que l'on surnomme souvent les confesseurs des rois. Dans la région de Luçon, c'est-à-dire l'ouest de la France, la région de Richelieu, l'auteur nous dit que, bien souvent, ce sont les bourgeois et les artisans qui ont embrassé la cause du protestantisme, tandis que les fermiers, les métayers, les ouvriers agricoles restaient dans l'ensemble fidèles à la religion catholique, avec le petit peuple de la Rope dont beaucoup de membres ont rejoint les rangs de la Ligue. En 1609, bloqué à Paris car vu comme un jeune homme ambitieux et intelligent, mais quelque peu hypocrite et peu apprécié par la reine, Richelieu décide de se rendre sur le terrain et de s'installer à Luçon, dans l'actuel département de Vendée, à une époque où pourtant les évêques bien nés et non désireux de rester dans leur diocèse pouvaient facilement se faire représenter. Cette grosse année dans l'un des diocèses les plus déshérités et ravagés par les guerres de religion du pays, et avec une population assez hostile, sa famille traînant une mauvaise réputation depuis l'affaire qui dure et l'oppose aux chanoines locaux, va permettre à Richelieu de se confronter à une autre réalité que celle de Paris. Rapidement populaire, cette expérience accroît tant ses facultés de jugement et de connexion avec le réel que sa réputation de bon gestionnaire à Paris. Mais c'est alors que l'on arrive à la fatidique année 1610, celle qui voit Henri IV mourir sous les coups de poignard de Ravaillac. Un enchevêtrement assez complexe d'événements va faire empirer les choses au niveau international, et ce assez brusquement, entre mars 1609 et le 14 mai 1610, jour de l'assassinat du roi. Trois aspects s'entremêlent. Le traité de Vervins en 1598, je l'ai déjà signalé en début d'épisode, n'a rien réglé sur le fond. La France et l'Espagne, les deux plus grandes puissances d'Europe, en fait les Bourbons et les Habsbourg, sont toujours en proie à une rivalité tenace qui doit à terme dégénérer en guerre. La France est entourée par des puissances hostiles sous le contrôle de Madrid. L'Espagne en elle-même au sud et les Pays-Bas espagnols sont les deux principaux. Il y a également la plus lointaine mais tout aussi puissante et habsbourgienne Autriche, ainsi qu'en Italie, de facto le duché de Savoie, indépendant mais ayant fait allégeance à Madrid, et la plupart des États italiens qui ne participeraient pas directement à un conflit, mais sur lesquels l'Espagne a un droit de passage absolu. Les alliés de la France sont d'une part la fluctuante Angleterre, d'autre part la majorité des pays scandinaves et les États protestants allemands, sauf la Saxe, et la Suisse qui accorde à la France un droit de passage dans les Alpes et met à son service ses puissants mercenaires. En 1609, l'habile traité de Brussol parvient à faire basculer la Savoie dans le camp d'Henri IV. Venise compte aussi parmi les alliés du roi. Ainsi, la France prévoit-elle d'intervenir contre l'Espagne dans le nord, les Alpes et les Pyrénées. Second aspect, en mars 1609, Jean-Guillaume, le duc de Clèves, meurt sans héritier. Les 6 petites entités qu'il laisse sans chef dans la vallée du Rhin sont d'une grande importance car il s'agit de bastions fort bien placés dont la possession se révèle stratégique. 3 hommes prétendent les récupérer. Le duc de Saxe, protestant mais allié à l'Autriche, et l'électeur de Brandebourg ainsi que le comte palatin, protestants aussi, qui s'allient pour la cause et reçoivent le soutien français. En mars-avril, il est prévu que ces 2 princes allemands attaquent l'Autriche et que la France intervienne à partir du 15 mai en leur faveur. La mort du duc de Clèves constitue ainsi le parfait casus belli. Enfin, troisième aspect, et comme si ce n'était pas suffisant,
la vie sentimentale d'Henri IV est à ce point agitée qu'elle influe sur la diplomatie. En effet, à partir de novembre 1609, celui-ci tombe amoureux de la très jeune Charlotte de Montmorency, âgée de 15 ans. Furieux de l'attitude très pressante d'Henri à son encontre, le mari de Charlotte, le duc de Condé, premier prince de sang, décide de fuir la France et d'envoyer sa femme en séquestration aux Pays-Bas espagnols. De son côté, la reine de France Marie de Médicis, jalouse et épuisée des frasques sexuelles de son mari, en plus d'être de longue date assez hispanophile, décide tout simplement d'avertir l'Espagne qu'Henri IV va lancer une opération commando pour libérer, entre guillemets, Charlotte à Bruxelles. Il est difficile de dire exactement quelle ampleur a joué cette affaire dans la déclaration de guerre que s'apprêtait à faire le roi à l'Espagne. Il est fort probable que même sans celle-ci, le conflit aurait éclaté. Toujours est-il qu'elle a joué un rôle certain dans l'exacerbation des haines réciproques. En France, en ce mois de mai 1610, à la veille de l'intervention française contre l'Espagne, la radicalité du camp catholique est donc exaltée contre Henri IV. Le 13, le roi a fait couronner reine sa femme Marie de Médicis. 24 heures plus tard à peine, Henri IV est mort, Louis XIII, 8 ans, est roi, et la reine est régente de France. La situation change drastiquement. L'opération militaire contre l'Espagne est mise en suspens, et le paysage du pouvoir français se modifie complètement. Rapidement, de nouveaux personnages surgis de nulle part font leur apparition. D'abord, les 3 princes de sang, qui, pour accepter la régence de la reine, qu'aucun document n'avait officiellement sanctionné, exigent de belles compensations politiques et de larges pensions. Les finances du royaume, remises en état par Sully, malade et désormais plus en état de grâce, prennent l'eau de toutes parts. Le comte de Soissons reçoit le gouvernement de Normandie, 600 000 livres comptant, et une rente annuelle de 150 000 livres. Le prince de Conti reçoit le gouvernement du Lyonnais et du Forez. Le duc de Condé, revenu en France, reçoit le comté de Clermont, 200 000 livres de rente et de beaux hôtels particuliers dans Paris. Si les grands du royaume reçoivent beaucoup d'argent, ceux qui vont hériter du pouvoir officieux le plus important sont le fameux couple Concino-Concini et sa femme Leonora Dori, dite Leonora Galigai. Ce couple de Florentins, comme la reine, ne sont pourtant pas de haute extraction. Concini est certes le neveu d'un ministre du grand-duc de Toscane, mais Galigai n'est autre que la suivante de la reine depuis son enfance. Rusée et ambitieuse, détestée par Henri IV, elle est la tête pensante de ce couple mégalomaniaque et grossier qui va dominer la France des années 1610. Richelieu, pour sa part, passe quelques mois à Paris entre juillet et l'automne de cette année, afin d'observer l'évolution de la situation politique et des cercles de pouvoir. Voilà donc pour cet épisode, le premier d'une série consacrée au cardinal de Richelieu, à son ascension et à son influence dans la France tourmentée du 1er XVIIe siècle. Nous avons donc vu que l'avènement du roi Henri IV ne s'est pas fait sans difficulté, et que s'il a réussi, accompagné de son Premier ministre Sully, à redresser l'état de la France, ses finances et la paix, tant internationale par le traité de Vervins qu'intérieure par l'édit de Nantes, son assassinat laisse un pays en proie aux ambitions particulières, tant des princes de sang que du couple Concini. C'est dans cet environnement et face à un roi âgé d'à peine 10 ans que le jeune Richelieu va devoir faire ses premières armes d'habile politicien, période de régence des années 1610 que nous verrons de plus près dans le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez le liker, le commenter et le partager. Et à bientôt sur Historiapolis.